Coucou tout le monde, moi c'est Aurélie, alias Knit and Read. Je vous retrouve pour ce 4e épisode de podcast tricot. Il me tardait de pouvoir à nouveau filmer sur mes projets tricot. J'espérais pouvoir filmer tous les 3 mois et puis j'ai eu énormément de douleurs dans mes mains. Pour ceux qui avaient vu mon tag tricot, j'avais publié l'automne dernier, j'expliquais que j'avais des douleurs articulaires dans les mains, qui pouvaient parfois m'empêcher de tricoter. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'hiver et au début du printemps là, cette année. Il y a eu des périodes où je n'ai pas pu tricoter du tout parce que j'avais les mains tellement enflées, tellement douloureuses que tenir des aiguilles, c'était juste pas envisageable. Ça explique pourquoi cet épisode de podcast tricot a été un petit peu plus long à venir que les précédents. Simplement, j'attendais d'avoir suffisamment de choses à vous montrer pour filmer un épisode de taille respectable, on va dire. Donc voilà, c'est le cas pour aujourd'hui. J'ai suffisamment de choses à vous montrer, je pense. Donc voilà, on va pouvoir commencer la trame classique, projet fini, projet en cours, les achats associés avec les projets à venir, parce que les projets à venir, ça change sans arrêt dans ma tête. Je suis une vraie girouette. Je crois qu'on est nombreux d'ailleurs dans ce cas-là. Et souvent, quand je fais des achats, c'est en vue d'un projet qui va peut-être se réaliser dans la foulée ou pas. Ça c'est en fonction de l'humeur. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et puis pour la petite section un petit peu de diversité sur ma chaîne en français. Donc la fois d'avant, je vous avais parlé de Star Wars, de mon amour pour Star Wars. Et puis j'avais des retours assez positifs, soit dans les commentaires, soit dans des mails, qui m'avaient encouragée à faire une vidéo dédiée. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo dédiée s'est transformée en 4 vidéos de 7 heures en tout. 7 heures sur la nouvelle trilogie. Oui. Donc voilà, pour aujourd'hui on va faire plus soft. Je vais en fait vous présenter un tag livresque donc à la fin de cette vidéo, dans notre section lubie du moment, etc. Hors topic tricot. Là, donc on va faire le tag des classiques qui tournent depuis un bon moment sur Booktube. J'avais proposé au début de l'existence de ma chaîne l'année dernière une vidéo en anglais en me concentrant essentiellement sur des réponses avec des classiques français. Donc pour les visiteurs étrangers sur ma chaîne. Là, j'ai envie de faire l'inverse aujourd'hui avec vous. Donc on va faire le tag des classiques, mais on va exclusivement dans les réponses citer des exemples de classiques étrangers. Donc vous allez voir essentiellement des anglo-saxons et des russes. Voilà, pour ce tag, le tag des livres classiques. Et sans plus attendre, parce qu'on a des choses à voir, on a de quoi faire, je vous propose de passer au projet fini. Alors, le premier projet fini que je veux vous montrer, c'est mon fameux col en brioche bicolore, fameux Snood, qui était un projet en cours durant les derniers épisodes de podcast. Donc il est enfin terminé, c'est le premier que j'ai fini en 2019. Donc je vais vous le passer. Alors, l'idée c'était d'avoir suffisamment de mailles pour faire 2 tours, pour vraiment bien couvrir la nuque, le cou, etc. Parce que moi je suis très frileuse, donc voilà. Donc ça c'est l'endroit, et sur l'envers ça donne ça. Voilà, donc je vous montre de plus près l'endroit. Je vois absolument pas ce que je vous montre. Voilà, je fais confiance à ma caméra. Et l'envers. Voilà. Alors, les 2 laines que j'ai utilisées, donc comme je l'avais précisé dans les épisodes précédents, c'était 2 laines Mérisport de la Bien-Aimée que j'avais acheté à Édimbourg l'année dernière, qui était venu gonfler mon butin laineux de mes 40 ans. Je vous mettrai la vidéo dédiée sur ce butin laineux dans la barre d'infos. Donc 2 écheveaux complets. Là, j'ai utilisé 2 écheveaux complets de Mérisport de la Bien-Aimée. Donc sur la face principale,
Donc vous avez ces colonnes ici, de la couleur principale, qui est aussi celle du rang de rabattage ici. C'est la couleur Driftwood Graffiti, donc c'était ce gris très clair avec donc des splashes de rouille, de marron, etc. qui je trouvais se marier très très bien avec ma couleur contrastante, donc qui est celle-ci là, pareil sur ces colonnes de brioche sur l'envers, qui est la couleur Rust. Et je trouvais que les deux ensemble faisaient très bon ménage. Déjà, les écheveaux côte à côte, moi, m'avaient vraiment tapé dans l'œil au stand de la bien-aimée. Et tricotés ensemble, vraiment, moi, je suis très contente du résultat. Ma femme aussi, même si elle ne sait pas trop encore comment elle va le porter, le truc. Parce qu'elle est moins frileuse que moi. Mais bon, comme elle aime le roux, le moutarde, machin, donc je pense le prune, avec du prune, ça peut être sympa. Donc je pense qu'elle va trouver moyen de le porter sans aucun souci. Donc je vais pas rester très longtemps sur ce projet parce que j'avais déjà bien discuté dans les vidéos précédentes. Simplement, bon, je confirme, hein, j'adore la brioche. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique. Donc que ce soit à plat ou en circulaire comme ici, vraiment si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des appréhensions, n'hésitez plus, lancez-vous dans la brioche bicolore, c'est que du bonheur, c'est très apaisant à faire une fois qu'on a compris comment ça marche. Vraiment, ça file tout seul. Le rendu est tout squishy, c'est vraiment super confortable. Alors, cette laine de la bien-aimée, c'est un mérino, mais il est pas excessivement doux par rapport à un autre projet que je vais vous montrer tout à l'heure, où là vraiment on est sur des laines tellement douces, c'est que du bonheur. Là c'est un peu plus rêche, bon, c'est supportable sur la peau du cou, mais je dirais que c'est pas l'attrait principal de cette laine, même si elle est agréable à tricoter. Par contre, évidemment, avec la brioche, c'est tout squishy, c'est super agréable à porter, ça fait vraiment effet cocon. Donc voilà, moi je pense que l'automne prochain, quoique là on a peut-être encore des mauvais jours devant nous parce que la météo est tellement à la ramasse que voilà, on sait jamais, on va peut-être le porter même en plein été. On ne sait plus maintenant. Mais donc en tout cas, normalement à l'automne et cet hiver, ça devrait être que du bonheur. Donc voilà. Un projet au long cours qui était lancé depuis le mois d'août. Je crois que j'avais commencé au mois d'août, au fin juillet, enfin bon, bref, l'année dernière quoi. Il est enfin terminé et je l'adore quoi. Je l'adore. Donc encore une fois, n'ayez pas peur de la brioche. La brioche, c'est que du bonheur. Au pire, vous allez essayer, vous allez vous rendre compte que vous trouvez ça gonflant, que c'est long, ça n'a pas d'intérêt, etc. Au moins vous aurez essayé, mais n'ayez surtout aucune appréhension. C'est une technique qui est super sympa. Et alors moi, je trouve le rendu quand même comme ça tellement sympa. Donc voilà, ça c'est le premier projet fini qui était déjà bien avancé dans ma vidéo précédente. Alors, on reste dans les cols et les châles. Et là, alors, j'ai un peu galéré pour vous le montrer. Je vais peut-être même me lever. Je pense que c'est plus prudent parce qu'il est immense. Il est immense. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Donc c'est cette bête là, cette petite chose. Donc on commence. Attendez, alors, si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Ok, là je suis sur l'envers, je ne sais plus. Donc on commence par la pointe. Ah oui, pardon. Le modèle c'est Birds of a Feather de Andrea Mori. Donc un patron qu'elle avait publié dans le deuxième numéro de Laine Magazine. Voilà, je vous insérerai une photo du modèle. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire ce châle. Et puis je me suis enfin décidée. Et je savais qu'en plus j'avais des laines de folie pour le faire. Donc à un moment donné, je me suis dit, fais-toi plaisir. Donc on commence par cette petite pointe. Ici.
par ce que ma femme a appelé très gracieusement le string. Effectivement, les premières sections du châle, pour celles qui ont fait le Find Your Fade, bon, vous savez exactement de quoi je veux parler, c'est le même genre de construction. Bon, au début, on est avec un string, on n'ose pas le sortir dans les transports parce que les gens ne comprennent pas. Bon, bref, je vais faire la parenthèse. Donc, on commence par cette petite pointe et on va alterner les sections de point mousse ou de dentelle entre une qualité de laine normale, mérino, ce que vous voulez, et une qualité mohair, idéalement dans la même couleur. Donc ça, je vais revenir sur les laines que j'ai utilisées. Donc on commence comme ça, on agrandit, on agrandit. Là vous avez la première section de dentelle qui fait son apparition. On continue, donc vous voyez c'est une construction symétrique de part et d'autre de ce qu'on peut appeler une épine dorsale, hein, si vous voulez, donc vraiment la même genre de construction que le Find Your Fade, que moi j'ai jamais fait, mais on en a tellement vu des Find Your Fade il y a 1 ou 2 ans que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc là, Andrea Mori a repris la même structure de base. Donc on alterne avec des sections de point mousse, on alterne toujours entre le mohair et le mérino, à nouveau une section de dentelle, on l'agrandit, je vous disais il est très très long, hein. On l'agrandit, à un moment donné on arrive à cet endroit-là et on va commencer à réduire ce côté-là en bas, tout en continuant en faisant le haut normalement, à continuer à agrandir, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une forme asymétrique, comme ça. On continue, ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, l'épine dorsale va se retrouver désaxée, puisque vous avez un côté qui est amené à disparaître, ce qui est le cas donc ici, juste avant le rabattage des mailles. Voilà. Et on finit sur cette grande section de point mousse. Voilà, donc il est super grand. Voilà, c'est un projet qui est génial. Alors attendez, je vais me rasseoir. J'arrive. Je me doutais que pour vous montrer celui-là, ce serait un petit peu sport. Donc c'est un projet qui est vraiment génial. Moi qui a avancé à toute vitesse. Attendez, je vais regarder sur la fiche. Je l'ai fait en 5 semaines, en sachant que c'était la période où j'avais mal à mes mains et qu'il y avait des moments, pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas tenir des aiguilles. Donc voilà, je l'ai fait en 5 semaines en tenant compte de ces interruptions dues à mes douleurs. Et donc du coup, c'est allé super vite. Mais ça, c'est toujours pareil quand vous avez des rayures, des sections différentes, etc. Vous changez de laine, vous passez du point mousse à la dentelle. Pour toutes celles qui ont tricoté des châles, vous savez comme moi que une section en appelle une autre et que ça file à toute vitesse, quoi. Ça va super vite. Même à la fin, on se retrouve avec des rangs avec je sais pas combien de centaines de mailles. On y va, on est à fond. Moi, j'étais vraiment à fond de voir mon string du départ commencer à prendre tournure, prendre de l'ampleur, devenir un truc complètement dingue. Écoutez, moi c'est vraiment super. Alors, les laines. Ce sont 2 laines que j'avais achetées à l'AEF l'année dernière. C'était un craquage entre guillemets, puisqu'en fait, pour mes 40 ans, j'avais eu des sous pour me faire plaisir à l'AEF. Donc ça aussi, ça rentre dans le butin laineux de mes 40 ans que j'évoquais tout à l'heure pour les laines de la bien-aimée. Donc là, on a 2 laines de Pauline, de laine amourée. Je vais y arriver. C'est compliqué, hein, je suis rouillée. Donc de laine de Pauline, donc de laine amourée que j'avais acheté donc à son stand à l'AEF de 2018. La première laine, celle avec laquelle on commence ici. Alors je vous dis pas de bêtises, c'est sa qualité Aphrodite, donc 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc autant vous dire que cette laine-là, déjà, vous pouvez utiliser du mérino, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais là, moi j'avais vraiment craqué mon slip. Cette laine-là, c'est bébé alpaga, cachemire soie, mais à tricoter déjà c'était un bonheur, et à porter, alors là, je vais le mettre tout à l'heure, c'était vraiment super. Et le mohair, donc ça c'était sa nouvelle base à l'époque. Elle sortait cette base-là au moment de l'AEF à peu près, je crois, ça correspondait. C'est sa base Orphée, qui est donc
72% mohair et 28% soie. Donc les deux qualités, les deux bases, Aphrodite et Orphée, elles sont juste, mais à tricoter, c'est que du bonheur. Et à leur apporter, bah écoutez, hein, tellement grand, je sais même pas comment le mettre. Écoutez, on va faire ça. Hein, pas se prendre la tête. Un châle, c'est un châle, à un moment donné. Voilà quoi. Bah écoutez, c'est... mais pour celles qui n'aiment pas le mohair, ça passe tellement bien avec la soie. Enfin, je veux dire, le cachemire et tout, c'est vraiment, mais que du bonheur. Alors, le coloris, ah oui, je vous ai pas dit. Donc, le coloris, c'est un dimanche chez grand-mère. Voilà. Donc, j'avais acheté 3 écheveaux à l'AEF, 2 écheveaux de la base Aphrodite, donc l'alpaga, cachemire soie. Il m'en reste encore quasiment un écheveau. Il va me rester, ouais, c'est ça, 68 grammes de la base Aphrodite. Donc, je pense que je vais pouvoir faire un plus petit châle ou l'intégrer dans un autre châle. Excusez-moi, on est tous pareils, mais c'est que du bonheur. Par contre, Orphée, donc j'avais pris un seul écheveau de 50 grammes. Oui, c'est ça, 50 grammes pour 420 mètres. Et en fait, à la fin du projet, je me suis retrouvée à court d'Orphée. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière section, ce qui apparaît comme une dernière section au point mousse, ici, normalement, on est censé alterner, faire comme des rayures, mohair, mérino, mohair, voilà, et l'autre base. Et en fait, moi, j'avais plus du tout de mohair. Donc du coup, bah, j'ai tout fini en mérino. Ça fait un peu une fin de châle mastoc, mais il est tellement grand que bah, honnêtement, moi je trouve que ça choque pas. Et c'est que du bonheur à porter. Donc sur les laines, moi j'ai que du positif à dire. Elles sont vraiment magnifiques. Les deux bases, je sais pas comment elle s'est débrouillée pour que la couleur soit si proche en passant d'une base à l'autre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de différence, par exemple sur le modèle d'Andrea Mori, où elle était sur des hedgehog, je crois, dans des coloris un peu bizarres. C'était pas Teacup, c'en était un autre, je sais pas si c'était Bumblebee ou un truc comme ça, je vous mettrai la référence. Mais je trouvais que le passage du mohair au mérino se voyait vachement. Pourtant, c'est le même coloris, etc. Mais vraiment, la différence entre les deux bases se voyait beaucoup. Là, vraiment, le travail de laine amourée, il est super parce que, alors évidemment, on voit la différence entre l'alpaga cachemire soie et le mohair soie. Bien sûr qu'on voit la différence. Le fil est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus dufteux. Mais en termes de couleur, on n'a pas de démarcation vraiment frappante en fait. Et enfin voilà, c'est exceptionnel. Je sais pas comment c'est débrouillé pour faire sa teinture, mais les raccords sont vraiment super. Donc les laines, c'est du bonheur à tricoter, c'est du bonheur à porter. Ça vaut le coup d'investir. Oui, effectivement, elles étaient chères, mais c'est que du bonheur. Et alors ce coloris, un dimanche chez grand-mère, cette espèce de vieux rose poudré, un peu suranné, que moi je trouve très féminin, sans être, on n'est pas en mode Barbie. Bon, après moi le rose Barbie je peux porter, il n'y a pas de problème, mais je comprends que certains et certaines aient un petit peu de réticence. Tous les roses ne se valent pas et tous les roses ne sont pas pour tout le monde. Ça je peux concevoir. Donc un rose comme ça, plus sourd, plus discret, ça peut tout à fait faire l'affaire. C'est la touche un peu féminine sur une tenue qui peut être une tenue de bureau, etc. Enfin, moi je l'adore. Ma femme aussi, elle le trouve vraiment très beau. Pourtant le rose, elle, c'était pas trop son truc. Elle est moins dans les couleurs fifi, elle est plus dans le marron, le prune, le moutarde. C'est vraiment son truc. Moi, c'est vraiment le rose. Rose quoi. Et même elle, je pense qu'il va falloir qu'on se batte quoi pour pareil, on va l'avoir en garde partagée comme tous les accessoires. À chaque fois que je vous montre un châle, on a une garde partagée avec ma femme. Là, je pense qu'on va se battre pour le porter cet hiver parce qu'il est
il est sublime, quoi. Il est vraiment, je suis ravie de ce projet qui est monté très très vite, qui m'a motivée, qui m'a donné du peps et en plus c'est d'Hélène. Il y a un lien affectif parce que je me l'ai su offerte, c'était ma première fois que j'allais à l'AEF. En plus, c'est mon entourage qui me l'offrait pour mes 40 ans, etc. Donc vraiment, il y a plein de choses qui font que ce projet est vraiment sympa. Le patron est sympa. Alors j'ai trouvé que dans l'Aide Magazine, ça c'est un reproche qui a déjà été fait à cette publication, hein. Enfin pas forcément le numéro 2, mais cette publication en règle générale, c'est que au niveau des explications des patrons, c'est un peu le minimum syndical. Moi, il y avait des moments où il fallait que je raccroche un peu les wagons, surtout que du coup, moi j'avais pas fait le find your fade, donc j'étais pas perdue, mais j'étais un peu sur mes gardes, on va dire. Bon après, on arrive à comprendre ce qu'elle veut faire. Enfin, je veux dire, sur le point de dentelle, c'est pas non plus. La dentelle, elle est pas compliquée en soi. Ça a rien de sorcier. Mais je trouvais vraiment les explications dans le magazine, c'est le strict minimum. Je sais que depuis, ce patron est sorti de façon individuelle sur sa boutique Ravelry. Donc peut-être qu'elle a injecté des explications supplémentaires ou peut-être une grille, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a une traduction française. J'avoue que je suis pas allée vérifier sur Ravelry. Mais voilà, le patron, faut s'accrocher, même si ça n'a rien de sorcier, vraiment c'était le minimum syndical, hein, dans les explications. Donc ça, ce serait peut-être le seul bémol que je mettrais sur le patron d'Andrea Mori. Même si j'ai l'impression que par rapport à ce qu'elle a déjà pu produire, elle s'est pas trop mouillée et elle est restée dans sa zone de confort. Bon, moi, comme c'était la première fois que je faisais un châle construit comme ça. Pas un châle d'Andrea Mori, j'en avais déjà fait. J'avais déjà fait le Goldfinch que j'ai présenté dans mon tag tricot, je crois que j'en ai parlé. Ouais, voilà, c'était mon deuxième châle d'Andrea Mori. Bon, c'était pas insurmontable, mais j'étais un petit peu sur mes gardes. Mais qu'est-ce que je suis contente de ce projet, mais qu'est-ce que je l'aime. Malheureusement, ça peut être trop la saison, on tentait du mohair, mais vraiment, si vous avez envie d'un très très grand châle, sans vous prendre la tête avec des couleurs, parce que le Find Your Fade, j'ai l'impression que c'était quand même pour choisir ces couleurs, il y a vraiment des gens qui étaient partis dans des considérations hautement philosophiques. Ça avait l'air assez compliqué. Là, on est plutôt, l'idée c'est d'être sur du ton sur ton et de jouer sur deux bases différentes. Ça marche super. Donc vous pouvez faire soit vraiment de l'uni, moi c'est ce que j'ai pris, soit comme Andrea Mori, prendre quelque chose avec des speckles, des splashes de couleurs, un truc complètement dingue. Mais par contre méfiez-vous parce que je vous dis sur son modèle, moi je trouvais que le passage entre le mérino et le mohair se voyait beaucoup, qu'il y avait vraiment un décalage entre les deux bases et je trouvais que c'était moins joli en fait. Après, c'est une affaire de goût, hein, bien sûr. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Vous, si ça vous parle, foncez. Hein, faut surtout pas hésiter. Enfin voilà, moi j'étais plutôt partie dans la direction ton sur ton avec des bases sublimes de laine amourée. Je rachèterai des laines à laine amourée, c'est sûr. Je suis complètement convaincue. Donc voilà, c'est mon deuxième projet. Encore un projet col, châle, etc. Donc je suis vraiment ravie. Donc même si j'ai moins tricoté ces derniers mois, pour l'instant les projets, moi vraiment c'était que du bonheur quoi. Donc que ce soit le patron ou les laines, moi je peux que vous le recommander vraiment. Alors on continue sur les aventures, les suites de ma visite à l'AEF l'année dernière, donc en 2018. Donc j'avais fait le salon avec celle de mes tantes qui tricotent. On a ça en commun. Et donc moi j'avais flashé sur les laines de Pauline, laine amourée, et on se baladait dans les stands comme ça évidemment. Et ma tante, elle est tombée en arrêt, en amour, dans le stand de la marque Katia, la marque de laine Katia. En fait, vous avez toujours des modèles tricotés qui sont en exposition. Et elle a complètement flashé sur un gilet. Donc, c'était à la fois la forme du gilet et puis le coloris, la laine utilisée. Elle a eu un gros coup de cœur. Et donc, du coup, elle a acheté la laine correspondante pour faire le gilet. Et puis, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle a toujours tricoté sur des aiguilles droites. Ça fait 50 ans qu'elle tricote sur des aiguilles droites.
et le patron est pour des aiguilles circulaires. Et si vous tricotez comme moi, comme la plupart d'entre nous, maintenant je suppose, sur des aiguilles circulaires, vous savez très bien que autant on peut adapter un patron à plat, en aiguille droite, pour travailler en aiguille circulaire, autant l'inverse, c'est quasiment impossible. Et donc du coup, elle avait commencé à essayer de tricoter, suivre le patron de la marque Katia avec sa laine, etc. Et puis elle a galéré sur ses aiguilles droites. Donc du coup, elle m'a demandé de tricoter son gilet en fait. Et puis c'est vrai qu'un projet en chassant un autre, je m'en étais pas occupée l'année dernière. Et puis là, cet hiver, je me suis dit, flûte, il y en a marre, je vais attaquer le gilet de ma tante, je vais lui faire son gilet. Alors donc voilà la bête. Voici le gilet en question. Voilà. Donc c'est un gilet sans manches et sans boutonnière. Voilà, donc qui se porte vraiment ouvert comme ça. Qui se tricote du bas. Voyons, on commence par une bande au point mousse. Donc ensuite on continue en jersey endroit, on monte, on a la séparation, alors j'ose pas dire des manches, mais la séparation pour laisser passer les bras. Et ensuite, donc on fait ce qu'on peut appeler un yoke, hein, en côte. Je sais pas si vous allez bien voir là. C'est une laine qui est assez chamarrée, autorayante, etc. Donc on fait voilà les épaules, le yoke en côte et on rabat. Voilà, donc on fait toutes les diminutions, etc. Donc ça, je vais y revenir. Alors voilà le patron. Sans image. Et donc c'est vrai, quand elle m'a donné le patron avec toutes ses laines, etc. Je dis bah ok, pas de problème, je te tricote ça sur mes câbles, il n'y a pas de souci. Moi je me souvenais plus de la tête du gilet. J'avais dormi entre temps, hein, j'avais complètement oublié. Et alors donc je suis allée sur le site de Katia, je suis allée sur Ravelry, essayer par rapport à la qualité de laine, je vais revenir sur le fil. J'avais essayé de retrouver le modèle. Et puis soit j'ai pas utilisé les bons mots-clés, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver le modèle. Ce qui fait qu'en fait j'ai tricoté ce projet à l'aveugle. À l'aveugle complet. Et donc j'ai eu des petits soucis sur les instructions parce que alors là encore c'est le minimum syndical et en plus il y avait dans le patron il y a des petites erreurs. Alors heureusement quand on a déjà tricoté des gilets à un moment donné on lit le truc, on lit les instructions, on dit non ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Par exemple typiquement à l'endroit où on place les astérisques pour indiquer les répétitions. Là, il y avait des soucis dans le patron, des trucs qui avaient aucun sens. Donc, je commençais mon rang, je dis non, les diminutions, non, ça doit pas être ça. Sinon, à la fin, je vais pas arriver au bon nombre de mailles. Donc, du coup, j'ai été obligée de refaire les calculs, etc., de faire des modifs dans le patron parce qu'il y avait des fautes de frappe ou des coquilles. Et j'avais pas de photo pour me guider. Donc ça a été un projet un petit peu rock'n'roll. C'était un défi personnel, hein, c'était un challenge. Mais bon, je me suis quand même beaucoup amusée à tricoter ce gilet. Et puis je l'ai tricoté en aiguille 6, donc il est monté très très vite. Que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai tricoté entre le 8 et le 25 avril. Donc pareil, en tenant compte du fait que il y a des moments où pendant plusieurs jours d'affilée, je ne pouvais pas tricoter parce que j'avais les mains inutilisables, quoi. Donc c'est un projet qui est monté très très vite. Alors le fil, c'est la qualité Azteca de Katia, parce qu'encore une fois c'est un projet que ma tante a repéré dans le stand de Katia à l'AEF. Donc c'est cette laine là, c'est ce gros fil. Donc chamarré qui est autorayant. Alors elle, le coloris qu'elle a choisi, ça va pas vous évoquer grand chose. C'est le coloris 7847. Alors cette manie de mettre que des numéros, ils sont chiants hein, parce que on les mémorise pas quoi. 7847. En 2 secondes j'aurais oublié, vous aussi. Hein, donc bon, vous inquiétez pas, de toute façon tout est marqué dans mes fiches Ravelry, mais bon voilà, 7847. En gros, une base prune avec des rayures vertes, bleues, violettes, etc.
Donc vraiment, c'était ce coloris qui lui avait tapé dans l'œil. Et si je retrouve voilà, l'échantillon, il lui reste, je pense, elle avait pris 4 pelotes parce que c'était ce qui est indiqué pour sa taille 42-44. Mais en fait, il lui reste de quoi faire un bonnet ou un col. Hein. Clairement, elle a encore de quoi se faire plaisir. Ah. Est-ce que vous entendez la perceuse? J'espère que vous n'entendez pas la perceuse. Il y a un rayon de soleil, donc il y a les enfants dans la cour, et puis il y a les gens qui font les travaux. Voilà, c'est les vacances scolaires en même temps. Il faut bien que les gens vivent. Donc alors, je reprends. On commence donc par le bas. Alors en général, les projets qui se tricotent de bas en haut, j'aime pas parce qu'on peut pas les essayer, mais en même temps, j'avais pas ma tente sous la main. Et moi, je fais carrément des tailles au-dessus. Hein, je ne dirais pas combien, mais je fais plusieurs tailles au-dessus, donc de toute façon, je ne l'aurais pas essayé. Et donc, on commence par le point de mousse. Une bordure en point de mousse pour éviter que le jersey endroit ne roulotte. On monte jusqu'à la séparation des manches, par les ouvertures pour les bras. On rabat les mailles ici. Donc on rabat une dizaine ou une douzaine de mailles ici. Et c'est à ce moment-là qu'on attaque le yoke. Je ne sais pas si vous allez voir la transition entre donc, le jersey endroit et l'introduction des côtes 1-1 ici. Voilà, qu'on va donc poursuivre jusqu'en haut du projet. Et donc, on attaque le yoke avec les côtes. On monte, pour faire le haut du bras, on monte à nouveau une trentaine ou une quarantaine de mailles. Donc après avoir abattu une dizaine de mailles, on en monte nettement plus pour donc ensuite faire suivre l'épaule. Et donc, on continue à faire nos côtes 1-1 sur le yoke. Voilà, moi j'aime beaucoup le rendu. Avec les rayures, je trouve que ça passe vraiment super bien. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir mettre. Et au fur et à mesure dans le yoke, alors c'est vrai que moi les yokes, j'ai toujours eu l'habitude de commencer par ça. Donc en fait, de faire des augmentations dans le yoke, a fortiori s'il y a du jacquard, etc. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait des diminutions. Donc en fait, c'est tout un jeu de surjets simples et de mailles tricotées ensemble. Donc des diminutions orientées à gauche ou à droite. À moins que ce soit l'inverse, à droite ou à gauche. Bref. Et quand on arrive vraiment tout en haut, pour vraiment fermer, adopter faire des diminutions plus drastiques, pour vraiment couvrir le haut de l'épaule, là, on passe à des surjets doubles. On fait des surjets doubles sur tout le rang pour vraiment diminuer de façon drastique le nombre de mailles. Vraiment pour avoir quelque chose d'assez dramatique là, sur les épaules. On finit par la bordure au point de mousse, ici. Et alors moi, comme d'habitude, les méthodes de montage et de rabattage, j'ai pas fait ce qui était indiqué dans le patron. Pour le rang de montage, donc tout en bas, j'ai fait mon alternative au alternate caston, donc le caston élastique que je fais systématiquement. Je vous remettrai la référence en barre d'infos, mais bon, je le mets à chaque fois, donc voilà, c'est facile à faire. Vous n'avez pas besoin de vous galérer à laisser, comme le long tail caston, à calculer combien il faut que je laisse de fil pour pas me retrouver en galère, en panne, en plein milieu de mon montage. C'est vraiment hyper élastique, c'est génial. Et même remarque pour la méthode de rabattage. Donc là, j'ai fait mon lace bind off, qui est donc ma méthode de rabattage préférée, qui est celle aussi que j'ai utilisée sur les deux autres projets que je vous ai montrés. Donc aussi bien sur le châle, vous voyez comme c'est élastique, c'est que du bonheur, c'est tout bête à faire en plus. Donc aussi bien sur le châle que sur le col en brioche. Et donc là, pareil. Voilà. Donc c'est élastique tout en gardant sa forme. Là on est sur un gilet, autant qu'il garde sa forme. Voilà. Donc écoutez, je lui ai envoyé des photos. En photo, ça a eu l'air de lui plaire. Donc là, j'espère que ça va lui faire plaisir. Je pense que ça va lui aller. Alors, ma femme l'a pas essayé. Ma femme, c'est plus son gabarit, mais elle l'a pas essayé. Mais là, on est sur une taille 42-44, je pense, sans aucun souci. Elle peut apporter un col relais en dessous. C'est quand même un gilet sans manches qui se ferme pas. Donc, typiquement, pour l'hiver, il faudra qu'elle ait un truc chaud en dessous.
Donc elle pourra le porter avec un col roulé sans aucun souci. Alors oui, une chose que j'ai pas précisé pour les projets précédents, je m'excuse, ça part dans tous les sens. On voit la fille qui a pas fait de podcast depuis 5 mois. En ce qui concerne le blocage, donc pour ces 3 projets, le col, le châle et puis donc le gilet pour ma tante, j'ai privilégié un blocage sans peigne, c'est-à-dire que je les ai posés bien à plat sur les tapis de blocage par terre, bord à bord, etc. Je n'ai pas utilisé de peigne. Pour le col, c'est parce que en fait j'avais commencé à mettre des peignes et puis le truc il tirait, il partait en trapèze, etc. Je dis oulala, ça va être moche. Donc je l'ai mis bien à plat, bord à bord, et je l'ai laissé sécher comme ça. Pour le châle, donc là je vais vous insérer une photo du blocage. Donc vous voyez qu'on a dû se montrer inventive avec ma femme pour bloquer le châle parce qu'il est très très grand, il est super long, on vit pas dans un palace non plus, on vit dans un 2 pièces, hein, donc même s'il y a de la place dans notre chambre, là vraiment il a fallu qu'on prenne la diagonale, qu'on utilise l'espace au mieux, qu'on jongle avec les tapis de blocage, voilà. C'est pour ça que les photos sont prises à un angle un peu bizarre, parce que ma femme a dû se percher sur la commode, le lit, machin, pour prendre les photos. Enfin bon, bref. Si vous avez déjà pris des photos de vos projets en plein blocage, vous connaissez ça. Et donc, pareil pour le châle. J'ai pas voulu faire de blocage agressif, en fait. J'avais commencé à sortir les peignes, et puis ça tirait trop. Et puis je me suis dit ça va pas être joli en fait. Donc on l'a vraiment étendu à plat, on a fait ça, on a fait attention, on a essayé vraiment de tirer sur les lignes droites pour que ce soit joli, et de tirer un peu sur la dentelle pour qu'elle respire, pour qu'elle prenne sa forme, mais sans en faire des caisses. Et effectivement, depuis quelques temps, ce blocage tout en douceur, c'est un petit peu la méthode que je préfère. Et donc, c'est celle que j'ai appliquée pour les 3 projets dont je viens de vous parler. Donc, écoutez, l'utilisation des peignes, hein, tout ça pour vous dire, c'est cette longue tangente, juste pour dire que le blocage agressif, même pour les châles, c'est pas forcément un prérequis, quoi. C'est pas une étape obligatoire. Alors, bloquer, oui. Mais tirer à mort sur des câbles ou sur des peignes, c'est pas forcément nécessaire. Votre châle, il peut prendre sa forme si vous faites gaffe au moment de le poser à plat. Si vous faites ça bien, quoi. Voilà. Et donc, écoutez, j'en ai fini avec le gilet de ma tante. Alors, oui, juste un mot sur la qualité Azteca. Moi, c'est pas une laine que j'ai eu grand plaisir à tricoter. Je regarde toujours dans mon petit classeur magique là. Alors donc c'est une qualité 53% laine, 47% acrylique. Alors moi j'ai rien contre l'acrylique, hein, je l'avais déjà évoqué dans mon tag tricot. C'est des qualités avec de l'acrylique. J'en tricote plein. Enfin c'est pas un souci. On peut pas toujours être sur du cachemire soie. Hein, je conçois tout à fait. Hein. Je suis comme vous. Hein, je fabrique pas l'argent la nuit, donc forcément on est souvent amené à tricoter des qualités avec de l'acrylique, avec du synthétique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je dois avouer que celle-ci, la Azteca, alors le rendu est super. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Ça a quasiment pas dégorgé au blocage, même si bon j'avais mis une dose de vinaigre blanc, hein, bien sûr, par mesure de sécurité. Mais elle est sèche. C'est-à-dire qu'elle était sèche à tricoter. Il fallait sans arrêt que je me remette de la crème sur les mains parce que j'avais la peau mais défoncée. Et à porter même après blocage. Là, ça va que c'est un gilet à porter par-dessus autre chose en fait, hein, qui ne sera pas porté à même la peau parce que alors là, vous avez d'un extrême à l'autre quoi. Cachemire soie et puis cactus quoi. Peut-être pour ça le nom Azteca. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Azteca, mais ouais, on est dans 2 mondes différents. À tous les niveaux. Ouais, en même temps, il faut tout pour faire un monde, on est d'accord. Donc voilà, le gilet pour ma tante. Et j'espère qu'elle va bien pouvoir en profiter. Alors, ce ne serait pas un podcast tricot si je n'avais pas des chaussettes à vous montrer. Alors, j'ai tricoté donc quelques paires de chaussettes, moins que la fois précédente. J'en ai un petit peu moins à vous montrer, mais quand même. Donc déjà, pour commencer, cette paire-ci,
qui était un projet en cours fin décembre, donc dans mon épisode précédent. Voilà. Donc c'est toujours le modèle que je choisis. Là, je suis vraiment dans ma zone de confort, à savoir le Vanilla Latte Socks de... Comment elle s'appelle? C'est pas comme si j'en avais tricoté 15 000, hein. Comment elle s'appelle cette créatrice? Virginia Rose Jeans. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc voilà, celles-ci, je les ai tricotées dans la qualité Gumi 50 de Bergère de France, le coloris imprimé rose. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est une laine auto-rayante, auto-motif, etc. Enfin, truc pour les feignasses dans mon genre, hein, qui n'ont pas envie de faire des rayures. Utiliser Wet Mill laine différentes, rentrer les fils, c'est chiant. Donc voilà, laine auto-rayante, ça me parle. Hein, en bonne feignasse que je suis. Donc je les ai déjà portées plusieurs fois. Je les aime beaucoup. Là je regarde, elles boulochent un petit peu. Si vous regardez. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Ah si, là vous voyez. Donc elles boulochent un petit peu, mais dans la mesure où je les ai portées, écoutez, quasiment non-stop, sinon le temps de les laver entre deux, elles s'usent pas beaucoup. Moi à la maison je suis tout le temps pieds nus, donc j'aime pas les chaussons, j'aime pas les... Donc du coup je suis frileuse. Donc 8 mois sur 12 dans l'année je porte des chaussettes à la maison. Et celles-ci je les ai beaucoup portées hein, depuis que je les ai finies, donc tout début janvier, très peu de temps après l'épisode précédent. Et écoutez, pour l'instant, moi je suis contente de la qualité, hein, l'usure se fait pas sentir. C'est forcément une qualité qui est assez sèche, hein, c'est de la laine à chaussettes. Mais bon, sur les pieds, c'est pas gênant. C'est-à-dire que je n'irais pas faire un châle avec ou un bonnet, mais sur les pieds, ou je pense même pour faire un gilet, ce serait pas gênant. Et d'ailleurs, j'avais évoqué la dernière fois le fait que j'aimais tellement ce coloris que j'avais très certainement acheté de la Gumi pour faire un gilet. De la quantité gilet, pourquoi pas un modèle, peut-être un modèle sans manche, dans le même esprit que celui que j'ai fait pour ma tante, le modèle Katia. Voilà. Donc là, je sais que pendant le mois de mai, là, j'ai reçu de la pub de Bergère de France. Ils vont faire des promos sur les fils. Si la Gumi 50 est soldée, là, c'est le moment où je vais faire le plein de ce coloris imprimé rose parce qu'il est vraiment super. Donc vous êtes gentils. Si vous avez la même idée que moi, vous attendez que j'ai fait mes courses. Et après, vous allez sur le site. Vous me les laissez. Hein, les pelotes Bergère de France. Hein, Gumi 50 imprimé rose. Pas touche. Alors, j'ai fait une autre paire de chaussettes pour ma collègue. Des chaussettes de Noël. Donc, dans le même esprit que... Attendez, je vais vous montrer. Dans le même esprit que celle que je vous avais présentée la fois précédente. Avec des poils de chat et tout. Bref, donc j'avais acheté sur le site Butinette, je crois, un truc comme ça, un lot de pelotes de laine à chaussettes, tout dans le même esprit de la marque Walbut. Donc là, c'était la paire que je m'étais tricotée, j'avais tricoté pour moi, j'avais tricoté au boulot et ma collègue, elle a flashé dessus, comme quoi tous les goûts les plus ringards sont dans la nature. Et donc, je vais tricoter une paire avec la deuxième pelote de ce trio, de ce lot que j'avais acheté. Donc là, je vais vous insérer des photos. Puisque, encore une fois, cette paire de chaussettes, je ne l'ai plus. C'est toujours le patron Vanilla Latte Socks. Toujours modifié. Elle m'a demandé les mêmes modifications, donc comme je l'avais expliqué, parce que ça va se voir, parce que là, je les ai beaucoup portées aussi, celles-ci. Peut-être un peu. Donc moi j'ai un mollet assez fort, ma collègue aussi, donc elle m'a demandé de faire les mêmes diminutions que pour moi ici, c'est-à-dire on commence sur 64 mailles et ensuite on réduit, on passe à 58 mailles. Là vous voyez peut-être à cet endroit-là. Vous voyez, c'est incurvé, c'est l'endroit où j'ai fait des diminutions. C'est des chaussettes qui se tricotent du mollet vers la pointe. Donc pareil, je fais les mêmes diminutions pour épouser un petit peu plus la forme du mollet, pour pas que ça baille trop au niveau des chevilles, parce que là ce serait too much. Il y aurait trop de matière, trop de tissu. Donc voilà, je lui ai fait une paire de chaussettes de Noël. Je sais qu'elle les a déjà portées, comme vous pouvez le voir sur la photo. Elle les aime beaucoup.
Et bah écoutez, si elle est contente, moi aussi. C'était une excuse pour tricoter des chaussettes, hein. Bon, ringarde en plus, complètement assumée. Et en plus, ça fait plaisir à la collègue. Donc là, c'était le coup gagnant. Voilà, tout le monde est gagnant. Et donc ça m'amène à mes projets en cours, parce que oui, bien sûr, dans mes projets en cours, il y a une paire de chaussettes, évidemment. Alors, pour les projets en cours, comme je vous le disais, on reste avec les chaussettes, et je dirais même les chaussettes de Noël. Oui, oui, hein, voilà, les chaussettes de Noël qui ne sont... Cette paire n'est pas pour moi non plus. En fait, donc ma collègue m'avait vu tricoter ma première paire de chaussettes de Noël. Et une amie de ma moitié, pareil, chez qui on avait fait le réveillon, etc., m'a vu tricoter cette fameuse paire de chaussettes de Noël. Donc, bah, je suis en train de lui faire un coucou Émilie. Je suis en train de lui faire les chaussettes de Noël. Même recette, vanille à la Tessox, diminution sur le mollet, etc. Ah, vous les verrez mieux parce qu'elles sont pas encore bloquées, elles sont pas portées, contrairement aux autres. Vous voyez, hein, donc 64 mailles, hop, on passe à 58 sur 3 ou 4 rangs pour épouser le mollet, on file sur la cheville et voilà, on finit en pointe. Donc celles-ci sont un peu plus grandes parce qu'Emilie, elle fait un 41 je crois. Là, moi et ma collègue, on fait du 38. Donc elles sont un petit peu plus grandes. Donc la première, elle est terminée. J'ai commencé, je viens juste de finir les côtes de la deuxième paire. Voilà, donc bah écoutez, ça suit son cours hein, maintenant sur sur les chaussettes, je suis sur des rails. Donc bon, va peut-être falloir maintenant que je sorte de ma zone de confort. Vous devez en avoir marre que je vous montre tout le temps 15 000 fois la même paire de chaussettes. Puis même moi, j'ai envie d'essayer d'autres choses, donc je vais sûrement essayer peut-être celles d'Hermione, où il y en a une avec le mot waffle, le mot gaufre dans le nom de chaussettes. Enfin bon, j'ai repéré pas mal de modèles gratuits sur Ravelry. Si vous avez un modèle de chaussettes que vous aimez, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais ravie d'explorer. Maintenant que je suis à l'aise sur le tricot de chaussettes, bah, j'ai envie de me diversifier, de me défier, me challenger un petit peu. Donc voilà, je finis celle d'Emilie et puis bah écoutez, je vais certainement enchaîner sur d'autres paires. Hein. De toute façon, je pense que maintenant c'est mort. Hein. Comme je le disais dans les épisodes précédents, j'ai basculé du côté obscur, donc bah j'aurai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Hein. Maintenant c'est mort. Hein. Autre projet que j'ai commencé et c'est un bien gros mot, et qui est d'ores et déjà au dodo, je vais vous expliquer pourquoi. J'insérerai des photos du modèle parce que là, on est d'accord que ça ne vous évoque à rien. C'est juste, oh là là, tiens, avec cette lumière au secours, quoi. C'est juste le début du col d'un pull Iggy, donc qui est un modèle de Sandrine C. Sandrine C, c'est marrant parce que je suis allée voir sa boutique sur Ravelry, ses modèles. Elle fait des choses qui sont vraiment très très sympas. Elle me fait un peu penser à Isabelle Kremer d'ailleurs au niveau de ses modèles. J'ai l'impression que c'est un peu le même esprit minimaliste qu'on peut adapter facilement, mais avec toujours un twist un peu sympa, un peu féminin, etc. Vous me direz si vous connaissez ces deux créatrices, enfin, Isabelle Kremer je suppose, Sandrine C vraisemblablement aussi. Vous me direz si vous avez la même impression, mais moi j'ai vraiment la sensation d'avoir affaire à deux créatrices qui sont un peu dans le même esprit. Et donc je pense que bah, c'est logique que j'apprécie l'une et l'autre. Elles me font vraiment penser, voilà. Enfin j'aime beaucoup leur modèle. Quoi. Donc ça deviendra à terme un Iggy hein, de Sandrine C. Mais là je me sens plus du tout de le tricoter parce que alors en fait c'est un modèle qui se fait avec deux fils. Alors, attendez, je retrouve la fiche. C'est de la drops. Hein. Dans les deux cas, c'est de la drops. Là, voilà, la fiche. Voilà. Donc je l'avais commencé en janvier puis je l'ai arrêté assez vite parce que j'avais mal aux mains comme je vous le disais et gérer deux fils en même temps c'était trop contraignant et puis l'alpaga je sais pas ce qui s'est passé ça m'a irritée et je transpirais enfin j'arrivais pas à tricoter donc j'ai dit ok laisse tomber c'est des qualités que je connais que j'ai déjà tricoté avant donc je pense pas que je sois allergique mais ben on va dire que c'était pas le bon moment et là on arrive vers les beaux jours où j'ai plus envie de tricoter de la fingering du mérino donc des laines plus légères je pense que je vais tricoter aussi du coton alors j'aime pas le coton mais on arrive à la saison où ça serait quand même bien tricoter du coton je sais que ma femme attend
un pull rayé que je lui ai promis. J'ai tout ce qu'il faut sous le lit. Oui, parce qu'il y a de la laine sous le lit, dans les tiroirs, dans les placards. Vous savez ce que c'est, je n'insiste pas. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous le lit dans un carton. Voilà, j'ai tout. Enfin, je tricote du coton. Tout ça pour dire que, du coup, là, on a la Drops Alpaga dans la couleur 01, enfin 0100, naturel. Et pour aller avec, la Brushed Alpaca Silk, donc toujours de Drops, dans le coloris naturel aussi. Parce que moi, je voulais vraiment un pull blanc, voilà, qui est simple en apparence, mais en fait, le patron est pas simple du tout. Parce que déjà là, en fait, on commence par le rang de montage, donc vraiment le col, et ensuite on fait des augmentations avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc bon, moi pas de problème, hein, c'est la méthode que je préfère. Quand dans un patron je vois des wrap and turns, moi ça me saoule, donc je les transforme en German short rows, en rangs raccourcis à l'allemande. Mais ça demandait quand même pas mal de concentration, parce qu'il faut pas se planter. Et en plus, comme je vous le disais, moi, travailler ces deux laines d'alpaga, là, c'était vraiment pas agréable. Donc, j'ai arrêté le projet. Mais bon, pour cet hiver, je vais le reprendre. Comme vous voyez, le modèle est très sympa parce que vous avez un point texturé devant et des côtes dans le dos et sur les manches. Moi, je trouvais que c'était hyper féminin, à la fois casual, détendu, et en même temps sur un jean avec un joli smoky, un maquillage sympa. En soirée, ça peut tout à fait s'envisager. Donc voilà, ça c'est un modèle que j'avais repéré depuis longtemps, qui était dans ma file de projet à faire depuis longtemps. Je me suis lancée en janvier. Bon, apparemment le timing n'était pas bon, donc écoutez, je vous le montre. Je vous le montre, c'est un bien grand mot, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je l'ai commencé, mais pour l'instant il est au dodo avec mon gilet bleu électrique, hein, qui est toujours au dodo. J'appréhende un peu de reprendre le tricot du gilet bleu électrique, mais je me demande si j'aurais pas le même problème qu'avec celui-là, à savoir tricoter deux laines en même temps, dont une laine kit silk, etc. C'est peut-être pas le bon moment, quoi. Je vais m'en tenir au mérino, voire au coton, hein, pour l'instant, et puis on verra à la rentrée pour reprendre des projets avec des laines plus lourdes, plus chaudes, et puis avec deux fils. Typiquement, on verra comment seront mes mains à ce moment-là, si elles ont envie de coopérer ou pas. Donc voilà, le Higgy, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau, le patron est bien expliqué de ce que j'en ai vu pour l'instant, même si ça demande de la concentration, encore une fois avec les rangs raccourcis comme je le disais, mais pour l'instant il est au dodo, quoi. Et alors, le projet en cours que j'ai commencé genre il y a même pas 2 jours, que j'aime d'amour, déjà dans ma super pochette de compète, donc de The Little Grey Girl que ma femme m'a offert à Édimbourg l'année dernière. Eh bien, le projet que j'ai commencé, sur lequel j'avance pas mal, c'est le gilet. Voilà, avec cette lumière, ça va être une catastrophe. C'est le gilet Reason de Mélanie Berg. Donc, c'est un modèle que j'avais déjà fait pour ma femme en marron. Et donc j'avais menacé de m'en faire un. Donc elle avait un gilet automnal marron, donc que j'ai terminé l'année dernière, que j'ai présenté dans un épisode précédent. Et moi j'avais menacé de me faire un modèle printanier. C'est le cas, ça y est, je l'ai commencé. Donc voilà, vous voyez le col en point texturé. Donc là c'est l'endroit où vous situez, c'est l'endroit où j'avais mon rang de montage provisoire, qui est un peu plus réussi que le premier que j'avais fait. En même temps, hein, c'est normal, c'était le premier. Là, je savais à peu près quels étaient les pièges. Donc typiquement, moi, comme je tricote serré, quand j'ai fait ce rang de montage, je l'ai fait sur une taille d'aiguille nettement supérieure à celle que j'utilise. Donc là, je suis sur des aiguilles de 4. Le patron préconise de tricoter en 3,75. Moi, je suis montée de taille parce que je tricote serré, hein, typiquement. Donc voilà. La laine, c'est comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, c'est le coloris Teacup. Oh la vache. Oh là là là. Bougez pas, je vais essayer de déplacer le store parce que là, ah oui, ça devrait être mieux. Alors je reprends. Donc là, vous verrez peut-être mieux. Ouais, le point texturé, et puis là j'ai attaqué donc les raglans
en jersey droit. Voilà, et on continue le point texturé sur ce qui va devenir le col. Le coloris. Ouais, fais le focus. Ouais. Le coloris, c'est le coloris Teacup de Hedgehog. Donc c'est un coloris que j'aime beaucoup. J'avais déjà utilisé dans un châle, le châle de Magdalena, le Itac, qui est un projet que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Pour un petit châle qui utilise juste un écheveau et puis une boulette d'une couleur contrastante, le Itac, il est génial. En plus, la technique de maille glissée, la technique de la mosaïque, donc c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Moi, je connaissais pas du tout. Franchement, c'est top. Le rendu est top, donc voilà. Petite parenthèse, petite promo pour Magdalena. On n'en a pas vraiment besoin, mais voilà. Le Itac, moi, il est génial. Je pense que je m'en referai. Bon, tout ça pour dire que du coup, j'étais tombée amoureuse du coloris Teacup. Vous le voyez mieux sur le projet directement. Donc cette espèce de couleur crème blanche avec des splashes de rose fuchsia, voire presque limite fluo, de marron, etc., de beige. Enfin voilà, moi Teacup, j'adore ce coloris. Et donc je voulais absolument me faire un vêtement avec ce coloris. Et donc je me suis dit que j'allais faire le Reason. J'étais vraiment restée sur mon idée parce que j'avais envie d'un gilet de printemps. Donc le Reason typiquement c'est un gilet qui se porte ouvert avec ce point texturé qui fait le col qui est tellement magnifique. Donc là je vous renvoie à mes épisodes précédents quand je présentais le gilet de ma femme, qui était très très joli aussi en marron avec des splashes rouges. Et voilà, moi je suis partie sur un truc plus printanier. Alors évidemment, moi je suis plus costaud que ma femme et en plus je vais essayer de me faire un modèle à manches longues. Donc j'ai 4 écheveaux, j'espère que ça va suffire. Si c'est pas le cas, j'en rachèterai un sur le site de Laine et Tricot parce que j'ai encore eu des chèques cadeaux pour mon anniversaire là, au mois de février. Donc écoutez, si je suis en rade d'un écheveau, je verrai à ce moment-là parce que j'aime bien quand même mes gilets, même si c'est censé être un gilet de demi-saison à porter par-dessus une robe ou typiquement un petit débardeur comme ça, je préfère quand même avoir les bras couverts. Donc on verra si 4 écheveaux ça suffit pas. J'en achèterai un autre. Alors c'est de la single. Moi, j'aurais préféré de la retordue, mais au moment où j'avais passé ma commande, il n'y en avait plus du tout sur le site de Laine et Tricot. Et puis finalement, à tricoter, elle est quand même sympa. C'est vrai que moi, je tricote serré et elle résiste bien. Bon, je tire pas comme une brutasse non plus, hein. Mais écoutez, pour l'instant, elle est agréable à tricoter. Je suis agréablement surprise. Je me demande comment elle va vieillir à l'usage. C'est clair qu'elle va boulocher sur les zones de frottement typiques, sous les bras, un petit peu sur la poitrine, les épaules, machin, enfin bon, bref, on verra à ce moment-là, on n'en est pas encore là, mais voilà. Donc là, le projet qui me fait le plus triper, qui je pense va avancer assez vite. Bon, les chaussettes aussi, ça va avancer vite, hein, alors pour le coup les chaussettes c'est du tricot zéro cerveau. Là ça demande un petit peu plus de concentration, mais surtout là je suis en train de faire le raglan, donc il y a toutes les augmentations à faire, etc. Mais je l'avais déjà fait et j'aimais tellement ce patron. Vraiment le Reason, encore une fois, je vous le recommande, c'est tellement féminin. Selon le choix de laine, vous allez avoir des rendus très différents, soit quelque chose de très sophistiqué, soit quelque chose de très casual pour traîner. Pareil, par-dessus une jolie chemise, un jean avec un petit smoky, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le projet en cours qui avance le plus vite, le Reason de Mélanie Berg. Voilà, je reste sur mes premières amours. Voilà. Et au niveau des projets en cours, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le moment. Donc je vous propose qu'on passe aux achats et aux projets à venir. Alors, pour ce qui est des achats, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'un, mais j'ai craqué mon slip. J'ai eu le malheur d'aller chez Lil Weasel. Voilà, on se baladait dans Paris avec ma meilleure amie. J'étais jamais allée dans la boutique de Lil Weasel. J'avais vu le stand à l'AEF, mais
j'étais jamais allée dans la boutique. Erreur fatale, erreur fatale. Donc déjà, le petit tote bag, ça me fait un petit sac à projet en plus, avec donc la petite belette là, qui est trop mignonne. Et j'ai craqué sur ces écheveaux de laine vilaine. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis en amour avec les laines de Marion, donc les vilaines. J'adore ce qu'elle fait. Donc ça, c'est de la fingering, c'est de la laine à chaussettes. Donc 75% laine, 25% nylon. Donc une composition laine à chaussettes de base. C'est de la fingering, évidemment. Et le coloris, c'est dans le jardin secret. Donc j'en ai pris une quantité gilet. Hein. Donc 4 écheveaux. En gros, tous les écheveaux qui restaient chez les Louiselle de ce coloris, je les ai pris. Alors, et c'est bien foutu, ils sont tous du même bain. Donc voilà, c'est super. Donc je pense que je vais me faire un gilet avec ça. Peut-être un Reason de plus. Je ne sais pas. Peut-être que je vais me lancer dans le gilet Pérido que j'avais repéré pour le faire avec une autre laine, une laine de la Féfile que j'avais acheté l'année dernière, pareil à Édimbourg, pour mes 40 ans. Donc voilà, j'ai craqué sur la laine à chaussettes. Alors, c'est la première fois que je vais tricoter un gilet avec de la laine à chaussettes, mais comme je l'évoquais tout à l'heure à propos de la bergère de France, hein, donc souvenez-vous, l'imprimé rose, pas touche pendant les sols, hein, ils sont à moi. Mais je me dis pour porter par-dessus quelque chose d'autre, pourquoi pas, ça va le faire. Et même comme ça, avec le nylon, moi je suis pas très sensible, donc c'est pas non plus... franchement ça va, c'est supportable. Alors, il y avait des écheveaux de partout, il y avait des Martin Lab que j'avais déjà vu à Édimbourg, que j'avais ploté, tripoté allègrement, qui m'avait fait de l'œil, etc. Il y avait d'autres marques de laine, il y avait évidemment il y avait de la Madeline Tosh, je crois. Il y avait de la Mechita, là, c'est quoi comme marque? Je me souviens plus. Je vous mettrai la référence. Enfin, bref, il y avait plein de marques. Les Louiselle a aussi ses propres lignes de laine, etc. Mais je suis allée dans le box de Vilaine. Là, il y avait plein de coloris sympas. Et finalement, contre toute attente, mon choix s'est fixé sur une couleur que moi j'ai pas trop dans ma garde-robe. J'ai pas trop de violet, j'ai pas trop. Alors là, c'est un. Vous voyez la couleur pas trop mal là, j'ai l'impression. C'est à cheval entre le violet et le lilas. Donc c'est une couleur froide. Moi typiquement c'est ce qui me va le mieux. Encore une fois, je l'avais déjà évoqué dans toutes les vidéos précédentes en fait. Avec des splashes d'indigo, on dirait, et de rose. Le rose a une valeur sûre, mais je pensais pas prendre celle-là, et puis finalement il y avait du caramel, il y avait d'autres couleurs, crêpe Suzette, je crois, voilà, son coloris caramel c'est crêpe Suzette. Il y avait d'autres coloris que je connaissais, que j'avais déjà soit eu en main, soit tricoté. Et puis finalement, j'ai jeté mon dévolu sur ce coloris, donc je sors un petit peu de ma zone de confort. Mais je me dis pareil, pour un gilet, c'est un peu le même esprit que la Teacup, même si elle ne ressemble pas du tout les laines, mais c'est pour un gilet un peu, féminin, un peu fraîchette, un peu prime sautier. Voilà, c'était mot à caser aujourd'hui, hein, prime sautier, mot compte triple. Voilà. Écoutez, voilà, ça m'a tapé dans l'œil, ça se commande pas, hein, donc pareil, j'ai hâte de les tricoter. Et puis évidemment, sur le comptoir, hein, il y avait, vous savez, toutes les petites conneries, voilà, et forcément, j'ai craqué, hein, abonné à Netflix. Je n'ai pas d'abonnement Netflix, je refuse parce que je sais que c'est comme si je suivais le lapin blanc comme Alice je tombais dans le tunnel. Avec ma femme, on se méfie, on se dit non, si on met le doigt là-dedans, si on met le doigt dans l'engrenage, Netflix, c'est mort. On va avoir le peu de vie sociale qu'on a encore. Faut qu'on fasse une croix dessus, ça va être foutu. Donc on refuse, on résiste. Mais par contre, je n'ai pas résisté à ce petit badge abonné à Netflix, que je vais mettre vraisemblablement sur mon sac à main. Voilà, sur mon Kipling, ce sera très bien. Donc voilà, les achats de cette dernière période là. Donc vous voyez, rien de
Il y a eu un seul achat, mais enfin c'est quand même un achat assez conséquent parce que tout de suite, forcément, faut mettre la quantité. Hein, donc clairement, si je veux investir 4 écheveaux, voire 5, je sais que ça rigole pas quoi. Mais bah, je suis ravie, je les trouve tellement beaux, tellement féminins. Et puis bah ça me sort un peu du rose, ça me sort un peu de ma zone de confort. Faut jouer avec quoi je vais pouvoir le porter dans ma garde-robe. Va falloir que je fasse gaffe que ma femme me le pique pas, parce que c'est toujours le même problème. Hein. Je crois que c'est des couleurs qu'elle aime bien aussi, mais c'est pour moi aussi. Voilà. Là, ce sera pour mon gilet. Patouche. Voilà. Va falloir que je mette des miradors et des bergers allemands autour de mes placards pour pas que ma femme me pique mes affaires, je crois. Donc c'était tout pour les achats. En ce qui concerne les projets à venir, bon, comme je vous l'avais dit, je vais forcément avoir des chaussettes à faire. Alors, il me reste encore d'une précédente commande de Bergère de France, bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc de la Goumi 50, donc la même qualité que les imprimés roses que je vous ai montré. Là, c'est imprimé prune. Donc c'est un petit peu plus, elles sont un petit peu plus sombres, vous voyez, donc du gris avec des speckles rouges et puis des insertions de noir et d'anthracite. Donc c'est un coloris, je pense, qui peut être très sympa. Donc pour une paire de chaussettes vanille à latte, socks, machin, peut-être avec un point texturé. Je vais voir pour les rendre un petit peu plus intéressantes, pourquoi pas. Donc voilà, paire de chaussettes, hein, sans surprise. Et j'ai tous ces restes de mes projets précédents. Chocolat, vanille, comme ça. Donc les fameuses imprimées roses dont je vous ai parlé, là, il me reste ça. Noël, les restes des 2 précédentes pelotes de Noël, les voilà. Ma toute première paire de chaussettes, c'était avec cette laine-là. Donc, je me retrouve avec des restes pour faire des chaussettes pudding. C'est-à-dire des chaussettes de reste, des trucs innommables, juste pour traîner à la maison, hein, de toute façon, que je pourrais pas offrir, hein, parce que à charge pour moi de voir ce qui va le mieux fonctionner ensemble. Donc ces deux-là, je pense que ça peut fonctionner ensemble. Alors l'avantage, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve avec, grosso modo, la même quantité de laine, parce qu'à chaque fois, oui, une chaussette, une pelote, donc j'ai la même quantité de laine sur les deux. Donc pour faire gauche-droite, bon, au moins, j'ai pas à calculer le grammage, c'est déjà un machin. Les trucs de Noël, bon, ces deux-là, je peux les tricoter ensemble, je peux pas les tricoter avec quoi que ce soit d'autre. Enfin, ça va avec rien, hein, on est d'accord. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je me lance incessamment sous peu dans la réalisation de chaussettes pudding. Je vous les montrerai, hein, on se dit tout, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Hein. Donc, je vous montrerai mes chaussettes pudding immondes. Mais moi, j'aime pas gâcher la laine. Donc, écoutez, pour traîner à la maison, ce sera très bien. Pour mon usage personnel. Hein. Il n'y a pas de souci. Je fais pas de concours Miss France à la maison. Je ne défile pas sur notre tapis rouge. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, écoutez, pour les projets à venir, c'est tout. J'ose pas faire des plans sur la comète parce que si vous me suivez depuis un moment, et puis moi je pense qu'on est comme beaucoup de podcasteurs, beaucoup de tricoteurs comme ça, j'ai une idée et puis il va y avoir un projet qui va venir se glisser dans la file, qui va tout chambouler et puis ou alors je vais plus être d'humeur ou alors en fonction de mes mains ou des températures, je vous renvoie à ce que je disais sur le higgy blanc hein, tout à l'heure, hein, qui va être un super projet, il n'y a pas de souci, mais là c'était pas le bon moment. Donc quand c'est comme ça, faut pas insister, hein, c'est comme quand on commence un livre, on se dit ah super, etc. On aime le pitch, on connaît déjà l'auteur, ou on se dit ça va être génial. C'est un très bon livre et finalement on n'est plus d'humeur. Bon faut le mettre de côté en stand-by, faut pas insister, on va pas se forcer non plus, c'est du loisir, hein. Et le reprendre un petit peu plus tard. Donc voilà, typiquement, moi c'est comme ça que je procède, pas se mettre la pression non plus. Mais donc du coup, sur les projets à venir, j'ose rien vous dire parce que de toute façon, si on se retrouve dans 3, 4, 5 mois, vous pouvez être sûr que je serai partie sur autre chose. Donc on va s'arrêter là pour le tricot.
Merci de m'avoir suivi. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour des nouveaux projets. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur des qualités de laine que vous avez déjà tricotées ou sur des modèles que j'ai pu évoquer qui vous font envie, ou au contraire que vous avez déjà tricoté, que vous aimez ou pas. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents, bien sûr. Et puis, bah, pour ceux que ça intéresse, restez avec moi puisqu'on va pouvoir passer à notre tag sur les livres classiques étrangers. Alors, on passe à notre tag sur les classiques, les livres classiques. Donc, comme j'avais évoqué en introduction de ce podcast, je vais me concentrer essentiellement, enfin uniquement, sur des classiques de la littérature étrangère. Mais si vous voulez que je fasse une version avec des classiques français, bah écoutez, n'hésitez pas à me le signaler, ce sera avec plaisir. De toute façon, j'adore parler de livres, hein, donc, et a fortiori des classiques parce que j'adore la littérature classique. Si je devais choisir entre le classique et le contemporain, bah clairement, moi, je ne lirais que des classiques. Hein. Les classiques sont nos amis, il faut les aimer aussi. Voilà, moi, j'adore ça. C'est pas ringard. Ce sont des thèmes universels, c'est toujours d'actualité. Le niveau de langue, bah écoutez, c'est comme tout. On s'y fait et puis après, c'est que du bonheur, quoi. Donc voilà, moi j'adore les classiques et je le revendique. Et si vous êtes comme moi, il faut le crier haut et fort, vive les classiques. Voilà. Donc je referme la parenthèse et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions de ce tag. Donc là, j'ai mes questions à côté de moi. Alors, question numéro 1. Numéro 1. Un classique surcoté que tu n'as pas aimé. Alors c'est vrai que la notion de classique surcoté, c'est toujours un petit peu bizarre. Si on les considère comme des classiques, c'est pas juste parce que ce sont des livres anciens, c'est que forcément ils nous parlent. Ils ont une qualité universelle intrinsèque. C'est Italo Calvino qui l'avait très très bien évoqué dans sa préface à pourquoi faut-il lire les classiques. Donc je vous renvoie vers son bouquin où il avait vraiment identifié ce qui fait un classique, ce qui donne toute sa saveur et toute son envergure, on va dire. Donc la notion de classique surcoté, c'est un petit peu bizarre, mais si on part sur ces livres dont tout le monde chante les louanges ou qui sont éventuellement dans tous les programmes scolaires, ouais, j'ai quelques candidats. J'ai quelques candidats dans la littérature étrangère. Alors jusqu'à l'année dernière, ma réponse aurait été vraisemblablement Gatsby le Magnifique. C'est ce que j'avais répondu dans un post sur mon blog quand j'avais déjà effectué ce tag à l'époque. Et vous allez voir que il y a des réponses qui m'ont changé. Je vous mettrai quand même la référence en barre d'infos si vous voulez mes réponses de l'année dernière. Mais évidemment, les tags, autant de fois on les fait, autant de fois on va avoir des réponses différentes. Hein, c'est normal. Mais mon candidat pour aujourd'hui, ça va être Beloved de Toni Morrison. Donc c'est un classique moderne. Hein, cette notion de classique moderne qui en défrise certains. En gros, les classiques qui ont été écrits, alors selon certains, après la Première Guerre mondiale, selon d'autres, après la Seconde Guerre mondiale, il y en a même qui font remonter les classiques modernes au début du XXe siècle, donc qui inclurait Proust, par exemple, pour la littérature française. Moi, j'aurais tendance à considérer qu'un classique moderne a été écrit après la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, le shift s'est fait à ce moment-là, l'ère post-bombe atomique, hein, typiquement. Bon, sachez que du coup, il y a plusieurs façons de comprendre cette notion de classique moderne. Il y a même ceux qui la rejettent complètement. Et donc moi, pour cette question d'un classique surcoté que j'ai détesté, Beloved, c'est un livre qu'on a lu avec ma femme l'année dernière. On a fait une espèce de buddy read toutes les deux, et que ce soit elle en VF, pardon, donc en version française, ou moi avec cet exemplaire en VO, on l'a détesté toutes les deux, donc ça n'a rien à voir avec la traduction. On a trouvé que c'était un livre prétentieux, qui essaye plein de styles différents. C'est censé avoir une part de réalisme magique, mais alors pour ceux qui sont fans de Fuentes, Garcia Marquez, etc., ou même de Bulgakov, hein, pour ceux qui ont lu par exemple Le Maître et Marguerite,
Vous avez quand même ces éléments de réalisme magique. Bah écoutez, non. Non, définitivement pas. En tout cas, moi, j'ai pas retrouvé le réalisme magique qu'on peut avoir donc, dans la littérature russe, Bulgakov, chez les Sud-Américains ou même enfin, en Inde, typiquement chez Salman Rushdie, Midnight Children, etc., ou même les versets sataniques. Ça n'a rien à voir. Moi, vraiment, j'ai détesté ce livre. Pourtant, il traite de problèmes très, très graves, hein, de l'esclavage, de la séparation des familles à cause de la traite des Noirs, etc. Enfin, vraiment, il y a du traitement des femmes noires. Alors, non seulement elles avaient à faire face à l'esclavage, donc à des préjugés de type racial, mais en plus, le fait qu'elles étaient des femmes de base, c'était très compliqué pour elles. Et ben là, non, pas du tout. J'ai absolument pas ressenti d'empathie pour les personnages. J'ai détesté ce livre. J'ai eu l'impression qu'en fait l'auteur enchaînait les exercices de style pour que c'était très prétentieux et pas du tout engageant en fait. Donc vraiment un classique moderne surcoté, typiquement Beloved de Toni Morrison. Je détestais ce livre, je ne vois vraiment pas ce qu'on lui trouve. C'est non, pas pour moi, quoi. Définitivement pas. Question numéro 2. La période historique à propos de laquelle j'aime lire le plus. Ou alors moi j'aurais compris aussi dans la question en anglais, la période historique dont j'aime lire le plus de classiques. Alors c'est très difficile de choisir. J'avais un peu botté en touche quand j'avais fait ce tag dans mon blog. Je dirais quand même, si je devais vraiment choisir une période, je dirais le 19e siècle, l'Europe du 19e siècle. L'Angleterre avec la révolution industrielle, l'ère victorienne, cette espèce les mœurs qui se rigidifient, etc. Alors que par ailleurs l'économie, les idées explosent et la société a l'impression qu'elle s'est crispée. C'est un petit peu aussi ce que Zola va critiquer, hein, donc pour le Second Empire en France. Donc voilà, moi, si je devais retenir une période, ce serait l'Europe au 19e siècle. Mais c'est loin d'être la seule, hein, en fait. Hein. Vraiment, il y a plein d'autres périodes de classiques que j'adore. Le Moyen-Âge, évidemment. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les livres qui m'ont fait aimer le Moyen-Âge. C'est quand même la période historique que j'aime le plus. La Renaissance, des écrits magnifiques. L'Antiquité, il y a des classiques de l'Antiquité qui sont des textes qui sont sublimes aussi. Enfin, bon, c'est difficile de choisir, mais s'il fallait que je choisisse une période, le 19e siècle européen. Ouais. Question 3. Ton conte de fées préféré? Alors, moi je suis pas très branchée conte de fées en tant que forme littéraire qui se suffirait à elle-même. Par contre, j'aime beaucoup l'utilisation qu'on fait des contes de fées dans d'autres récits. Typiquement, soit les réinterprétations de contes de fées, soit la façon dont on va les exploiter dans les films, dans les séries télé. Si vous avez regardé mes vidéos sur Star Wars, déjà, félicitations. Vous êtes courageuse. Et deux, vous vous êtes rendu compte que effectivement, j'aimais beaucoup interpréter, retrouver les contes de fées, les archétypes dans le cinéma. Mais lire des contes de fées pour eux-mêmes, plus depuis que je suis toute petite. Mais bon, s'il fallait que j'en choisisse un pour la littérature étrangère, même si j'ai tendance à préférer les contes de Perrault, par exemple, ou La Belle et la Bête, de Madame Le Prince de Beaumont. Mais pour ce qui est des étrangers, moi je taperais chez Hans Christian Andersen, en particulier la Petite Sirène ou La Vendeuse d'allumettes, que j'aime beaucoup. Alors là, c'est forcément pas les versions Disney, hein, les vraies versions qui finissent mal, qui sont hyper glauques, etc. Les vraies versions de contes de fées en fait. Andersen, moi j'aime beaucoup, donc ouais, je dirais la Petite Sirène, hein, par exemple. Question 4. Ah oui, c'est la question qui m'énerve. Un classique que tu as honte de ne pas avoir encore lu. C'est une traduction littérale de l'anglais. C'est pas terrible en français, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors, je n'ai honte de rien et surtout pas de ne pas avoir encore lu un livre, que ce soit un classique ou pas. À un moment donné, nous ne sommes que des êtres humains, on n'a que 24 heures par jour, hein, les uns comme les autres. Même si on aime beaucoup lire, on n'a pas tout lu. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte
de ne pas avoir lu un classique, même si tout le monde vous dit « Ouais, il est génial, etc. » S'il est dans toutes les listes, genre les 100 classiques ou les 1000 classiques qu'il faut avoir lu avant de mourir, non, non, j'ai pas honte d'avoir zappé quelques livres que ce soit. C'est-à-dire, ça veut pas forcément dire que je les lirai pas avant de mourir. Deux, ça se trouve j'ai essayé, j'ai pas aimé et j'assume complètement. Donc même si c'est un chef-d'œuvre universel, je m'en fous. Donc non, il n'y a pas de honte à ne pas avoir encore lu un classique. C'est vraiment la question qui a aucun sens pour moi. Ça m'énerve. Je referme je sens monter la bile, donc je vais m'arrêter tout de suite. Vous avez compris l'état d'esprit. On lit ce qu'on veut. Si vous voulez des Harlequin, des Barbara Cartland, des Stephen King ou des Agatha Christie jusqu'à votre dernier souffle, c'est votre droit le plus absolu. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est la question qui énerve. On va passer à la suivante. Hein. Question numéro 5. Le top 5 des classiques que tu voudrais lire bientôt. Alors, typiquement, c'est un peu comme en tricot, les projets à venir. C'est votre fil de projet à venir sur Ravelry. Ça change tout le temps, hein, évidemment, puisque, vous, je sais pas, mais moi, je lis vraiment en fonction de mes humeurs, de mes envies, de mon état d'esprit, si je suis en dépression ou pas, enfin voilà. Donc, c'est typiquement ce qui va changer à chaque fois. Donc, la liste que je vais vous donner aujourd'hui, ça se trouve dans 2 jours, elle aura changé. Hein, donc, faut le savoir. Mais pour aujourd'hui, donc je vais vous présenter 5 livres. Il y en a certains que j'avais commencé et puis à un moment donné, au fil de ma lecture, je n'étais plus d'humeur du tout. Donc je les ai mis en stand-by. Donc c'est des livres que j'aimerais bien finir très prochainement si je suis d'humeur. Donc voilà, c'est toujours sous réserve que je sois d'humeur pour les lire, que je sois dans le bon état d'esprit. Le premier, c'est Le Pavillon des Cancéreux de Solzhenitsyn. Donc Solzhenitsyn, c'est un auteur russe que j'avais découvert au lycée. On avait dû lire 24 heures de la vie d'Ivan Denisovitch, etc. Où effectivement, Solzhenitsyn, donc, était un opposant au régime stalinien et qui a passé beaucoup de temps dans les goulags, qui a survécu au goulag pour se retrouver, c'est un destin, hein, pour se retrouver dans le pavillon des cancéreux. Donc en fait, voilà, c'est typiquement un auteur qui s'est largement inspiré de son expérience de vie pour son œuvre créatrice, qui évidemment au passage égratigne très fortement le régime soviétique, hein, voilà, la Russie soviétique, avec tous les problèmes que ça a pu occasionner. Donc là, le pavillon des cancéreux, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, donc j'en suis à peu près, j'en ai lu un bon tiers. C'est une lecture qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le style très journalistique, un peu aride de Solzhenitsyn. Ce qui est très curieux, c'est que donc il a un style très factuel, très aride, etc. Il m'a fait un peu penser à Truman Capote, mais les émotions sont là, c'est-à-dire que les personnages qu'il dépeint, donc je pense que il y a sa propre expérience et puis les gens qu'il a croisés dans le pavillon des cancéreux quand il est en traitement à sa sortie du goulag. Les personnages sont criants de vérité, ils sont hyper touchants, qu'ils soient braves, courageux face à la maladie, au contraire qu'ils soient dans une lâcheté, une misère émotionnelle terrible. On peut tous s'identifier d'une certaine façon avec eux. Donc c'est un style qui est très factuel et en même temps on sent que l'auteur a énormément de compassion pour les personnages et il arrive à nous la transmettre. C'est très curieux. C'est quelque chose qu'on va retrouver avec Camus par exemple. Si vous avez lu La Peste, voilà, dans le pavillon des cancéreux, moi j'ai retrouvé un peu des sensations que j'avais trouvées dans La Peste de Camus, c'est-à-dire cette espèce d'approche, ce regard plein d'indulgence, plein de compassion pour des gens qui se retrouvent dans des situations pas possibles, dans une très grande souffrance, dans un très grand désespoir, et cette espèce de regard qui ne juge pas.
et qui nous permet d'entrer en empathie avec les personnages, de nous mettre à leur place dans tout ce qu'ils ont de plus beau et dans leur petite lâcheté aussi d'être humain face à la souffrance, quoi. Donc voilà, moi le pavillon des cancéreux, c'est vraiment un livre que j'ai hâte de terminer, encore une fois quand je serai à nouveau d'humeur. C'est une lecture qui est très sombre, mais qui n'est pas déprimante, précisément parce que l'auteur arrive à nous faire ressentir de la compassion pour les personnages et c'est d'une très grande humanité. C'est vraiment un très très beau texte et encore une fois j'ai hâte d'être à nouveau d'humeur pour le finir. Alors, le deuxième livre que je veux vous présenter, le deuxième classique, on est sur des classiques modernes essentiellement là, j'ai l'impression dans ma liste aujourd'hui. C'est pas fait exprès, mais bon bref, c'est comme ça. Donc c'est ce recueil d'essais de George Orwell. Donc George Orwell, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Quand j'avais lu La ferme des animaux préadolescente, c'était une lecture obligatoire, pareil à l'école. J'avais été vraiment bouleversée, sans encore pouvoir comprendre tout le contexte, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, à l'âge adulte, La ferme des animaux, c'est un texte qui prend vraiment tout son sens. Et j'aime beaucoup l'approche, pareil, journalistique, un peu aride de George Orwell. Alors c'est marrant parce qu'il a une approche journalistique très sèche, mais c'est pas la pauvreté littéraire d'un Hemingway. Moi Hemingway c'est un auteur que j'aime pas du tout. Je trouve que vraiment la langue est pauvre et ne me transmet rien. Je n'arrive pas à embarquer avec lui. Avec George Orwell, on est au plus près du peuple, on est au plus près des émotions les plus pures, les plus sincères, quasiment en no filtre, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez cet auteur. Donc là, c'est un recueil d'essais. Vous avez vu, j'ai mis des petits marqueurs pour chacun de ces essais. Donc l'avantage de ce format, c'est que vous avez des essais qui font 30 ou 40 pages, puis d'autres qui en font 10. Et c'est un livre qu'on peut prendre quand on veut, quand on a 10 minutes, un quart d'heure devant soi, ou qu'on sait pas trop quoi lire, on n'a pas envie de se lancer dans Guerre et Paix, quoi. Là, je vais me faire un ou deux essais de George Orwell. C'est toujours une source de réflexion sur soi, sur la société. Ce sont des textes, que ce soit la fiction de George Orwell ou sa carrière de journaliste, ces textes de journaliste qui n'ont pas pris une ride. Donc, voilà, je pense c'est une des raisons pour lesquelles c'est un auteur qui est toujours d'actualité et qui, à mon avis, sera toujours d'actualité. Donc voilà, les essais de George Orwell. À terme, j'ai fini de les lire, quoi. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc là, je l'ai dans la collection Babel en 2 tomes, tome 1, tome 2. Je sais que les traductions de la collection Babel pour les auteurs russes sont quand même très prisées. Les traductions de Dostoïevski en particulier par André Markovitz ont été largement louées dans les cercles littéraires, etc. Ça a son importance, évidemment, le choix d'un bon traducteur. Dostoïevski, j'avais simplement lu, je l'ai quelque part là, je vais en reparler tout à l'heure, Les Carnets du sous-sol, dont je m'étais pas mouillée, c'est un de ses textes les plus courts. Et déjà, j'avais ressenti vraiment l'impact de ce texte. Donc déjà, la littérature russe, c'est souvent un coup au plexus solaire. Et là, Carnet du sous-sol, sur un texte aussi court, le portrait psychologique que Dostoïevski fait du personnage principal, qui parle à la première personne, donc on est vraiment dans sa tête. Et il est pas très net, le mec. Déjà, moi, ça m'avait sidéré. Donc, j'ose même pas imaginer sur un texte comme celui-là comment je vais m'éclater en fait. Donc voilà, Dostoïevski, Crime et Châtiment, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est un auteur vraisemblablement qui va beaucoup me parler, qui va beaucoup me plaire. Donc voilà, ça c'est le 3e de mon top 5 d'aujourd'hui, parce qu'encore une fois ça peut changer. Autre livre que j'aimerais terminer, Watership Down de Richard Adams. Je crois qu'ils l'ont traduit La Garenne de Watership Down, un truc comme ça. Donc en gros, on suit les péripéties d'un groupe de lapins, ça a l'air con comme ça, d'un groupe de lapins qui quitte sa garenne
qui quittent son clan et qui doivent traverser une rivière, des champs, etc. pour atteindre la colline de Watership Down et créer une nouvelle garenne à Watership Down. En gros, c'est comme si vous aviez le Seigneur des Anneaux, mais avec des lapins dans la campagne anglaise, quoi. Et donc, je l'avais commencé. Je suis pas allée très très loin, hein, j'ai dû lire deux ou trois chapitres. J'étais pas trop d'humeur en fait. Je me suis dit, ok, ça c'est un livre qui va me passionner, qui va être génial, mais à un autre moment. Donc c'est un peu comme nos amis du pavillon des cancéreux. C'est-à-dire que je pense que c'est un livre qu'il faudra que je reprenne quand je serai d'humeur. Mais voilà, c'est un classique de la littérature enfantine anglo-saxonne. Et il paraît qu'il est génial. Et moi, le peu que j'en ai lu pour l'instant, on est vraiment, ouais, on s'identifie assez rapidement à ce groupe de lapins où vous avez des personnalités qui sont clairement déterminées, etc. Où on sent déjà le conflit. Alors le conflit intérieur pour les meneurs du groupe, mais aussi les conflits entre les personnages. On sent bien que ça va partir en cacahuète et que cette odyssée de nos lapins là, elle va être très compliquée, hein, et que il va se passer beaucoup de choses. Et je pense qu'une fois que je serai vraiment entrée dans l'histoire, que je serai d'humeur, je vais tourner les pages à toute vitesse. C'est un livre que je vais dévorer. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter donc dans cette liste des 5 classiques, c'est encore un classique moderne, hein, je m'excuse, des 5 classiques que je voudrais lire bientôt, c'est As I Lay Dying de Faulkner. Je ne sais plus comment l'on traduit en français. Alors que je gis, pendant que je gis, etc. Je ne sais pas. En gros, Faulkner s'intéresse à une famille et à tout ce qu'elle peut avoir de dysfonctionnel au moment où la mère est en train d'agoniser, où elle est en train elle est sur son lit de mort en fait, en train voilà. Et moi, j'ai jamais rien lu de William Faulkner, donc qui est quand même un auteur majeur de la culture du sud des États-Unis, etc., de la Bible Belt. Donc, moi, les quelques auteurs qui appartiennent à cette culture, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le théâtre de Tennessee Williams, par exemple. Donc, Un tramway nommé Désir, Soudain l'été dernier, La chatte sur un toit brûlant, etc. Cette espèce de culture décadente, de société décadente, dans la moiteur, dans la torpeur du sud américain, du sud des États-Unis. Voilà, je pense que je vais retrouver ça aussi chez Faulkner. C'est un auteur dont j'ai entendu le plus grand bien sur Booktube, de la part des booktubeurs américains, mais pas que. Donc j'avoue, je suis assez intriguée. Et donc voilà, celui-là, j'aimerais bien le lire aussi dans un futur proche. Encore une fois, jusqu'à ce que ça change, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui me plaise davantage et que je lise avant celui-là. Alors, question 6. Ton livre contemporain préféré qui est inspiré d'un classique. Et alors pour moi, là j'ai pas eu à réfléchir, c'est Hyperion de Dan Simmons, dont la structure s'inspire directement des contes de Canterbury de Chaucer, donc un texte du Moyen-Âge, un classique du Moyen-Âge. Donc Hyperion, c'est le premier volume d'une tétralogie qu'a écrit Dan Simmons de science-fiction, donc qui s'appelle les Cantos d'Hyperion. Et donc c'est vraiment ce premier volume, hein, qui est construit comme les contes de Canterbury. En fait, vous avez un groupe de pèlerins. Donc chez Chaucer, ils sont en route vers la cathédrale de Canterbury et le tombeau de Thomas Becket. Et là, nos pèlerins qui viennent de planètes différentes sont en route vers la planète Hyperion. Donc voilà, ils font un pèlerinage religieux, spirituel, etc. Et en fait, la structure, c'est chaque pèlerin va raconter son histoire, raconter sa démarche, pourquoi il entreprend cette démarche, ce pèlerinage, à ses compagnons de voyage. Et on se rend compte que chaque personnage a des motivations et une histoire qui sont très différents. Et que le pèlerinage, l'aboutissement du voyage va pas forcément leur apporter les réponses qu'ils attendaient, voire va pas leur apporter de réponse du tout. Parce qu'un pèlerinage, finalement, c'est comme toute démarche spirituelle, c'est un peu un pari, hein. On sait absolument pas ce qu'on va trouver au bout de la route. Et souvent, la route elle-même
plus encore que la destination, fait tout l'intérêt de la chose. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans Hyperion. Alors Dan Simmons, il a le chic pour vraiment injecter des références littéraires dans ses livres. Donc là, vous avez évidemment les contes de Canterbury. Vous avez aussi, vu le titre, un clin d'œil appuyé à la poésie de Keats et plus généralement au cercle littéraire des romantiques anglais de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Donc moi quand j'ai lu ce livre, je connaissais rien à la poésie anglaise romantique. Alors, déjà la poésie c'est pas trop mon truc, les anglais bon. Ça m'a donné envie de creuser un petit peu, alors pas non plus de façon experte, hein, je m'en suis vite lassée, c'est pas trop mon truc, mais c'est toujours l'intérêt des livres de Dan Simmons, c'est-à-dire que sous couvert de science-fiction, vous avez une vraie critique littéraire en filigrane hein, dans ces livres. Et moi, typiquement, les Cantos d'Hyperion, donc la tétralogie dans son intégralité, c'est ce qui fait que maintenant j'ai mis la barre tellement haut pour le space opéra que à chaque fois que j'essaie de lire une série de science-fiction, instinctivement, je le fais pas exprès, mais instinctivement je le compare à ça et pour l'instant c'est lui qui est au top quoi. Il est au top. Vraiment, les péripéties, le portrait psychologique des personnages, l'intrigue qui est d'une densité, d'une richesse incroyable. Déjà, dans un seul volume, et a fortiori quand on prend en considération les 4 livres de la série, ouais, vraiment, il n'y a pas à hésiter. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez la science-fiction, mais foncez, quoi. Foncez, lisez-les, parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, donc Hyperion qui s'inspire des contes de Canterbury, ce serait ma réponse pour ce tag, pour la question 6. Alors, question 7. Ton adaptation préférée d'un classique en film ou en série télé? Alors là, y a plein de choix possibles. Là, quasiment toutes les adaptations de Jane Austen qui ont été faites ces 15 dernières années, que ce soit par la BBC ou en film, sont vraiment super. Et je ne saurais pas laquelle choisir. Écoutez, je me suis rabattue sur la comédie musicale My Fair Lady, avec donc Audrey Hepburn, qui est une adaptation de la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, qui est une pièce que j'aime beaucoup, et j'adore le film. J'adore les numéros musicaux, j'adore la critique de la société, j'adore Audrey Hepburn, qui illumine complètement la pellicule, enfin vraiment qui avait un charme complètement dingue. J'aime assez le fait que le professeur Higgins, donc le professeur de linguistique et de prononciation, qui la prend sous son aile, qui en fait sa Galatée en fait, hein, qui est le Pygmalion du titre de la pièce. J'aime assez le fait qu'il soit interprété par Rex Harrison, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert donc dans Cléopâtre, où il interprétait le rôle de Jules César, moi, qui est un personnage historique qui me fascine, sa relation avec Cléopâtre. C'est quelque chose qui me fascine, donc je l'avais repéré à ce moment-là. Et quand j'ai vu ma Fair Lady quelques années après, je devais être adolescente, dans les années 90, j'avais acheté la VHS, je crois. À l'époque, c'était encore les VHS. J'avais adoré la comédie musicale. Et après, j'avais découvert la pièce et je l'ai vue au théâtre plusieurs fois. Et My Fair Lady, adaptation de Pygmalion, ouais, c'est ma réponse pour cette question 7. Adaptation préférée d'un classique. Question numéro 8. La pire adaptation d'un classique. Donc l'inverse. Alors là, il y a plein de candidats possibles. Du coup, si je devais vraiment en choisir une, en fait, c'est n'importe quelle adaptation de Frankenstein est à chier. Hein, je suis désolée. Il n'y en a aucune, alors je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu au moins 5 ou 6. Il n'y en a aucune qui a réussi à capter l'ambiance du roman de Mary Shelley. Il n'y en a aucune qui arrive à ce degré de malaise qu'on éprouve en lisant le roman de Mary Shelley. Donc ouais, n'importe quelle adaptation de Frankenstein, poubelle. C'est pas bon. Nous, dans la littérature française, typiquement, n'importe quelle adaptation des Trois Mousquetaires, bah non quoi. Alors si c'est en plus, si c'est les anglo-saxons, si c'est Hollywood qui s'attaque aux Trois Mousquetaires, alors là c'est pareil, poubelle, direct, c'est naze. Donc ouais, je dirais n'importe quel Frankenstein. Question numéro 9. Tes éditions préférées de classiques
dont tu voudrais collectionner davantage d'exemplaires. Alors moi je suis pas très, j'ai pas la collectionnite aiguë, même si dans mes étagères, ça c'est mon étagère, c'est notre étagère littérature étrangère, donc c'est bien foutu, hein. En gros j'ai pioché là pour préparer le tag d'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu le bordel d'ailleurs. On n'est pas trop collectionneuse avec ma femme. Bon, si on a des séries entières, on va les mettre sur l'étagère là où ça se voit, où c'est le plus joli. Le reste, ça va être dans les placards, parce qu'on a des bouquins partout dans les placards, sous le lit. À nous deux, c'est une catastrophe. C'est une annexe de la FNAC ici, hein. C'est une catastrophe. Mais bon, on essaie quand même de les mettre par collection. Et donc, moi, les collections classiques que j'aime bien, de littérature étrangère, hein. Donc déjà, vous avez des collections dans les langues d'origine. Donc, je vous ai déjà montré les essais de George Orwell. Donc, ce sont des livres de la collection... alors, je sais pas, avec cette lumière dégueulasse. Est-ce que vous avez... Ouais, voilà. Donc, c'est chez Penguin. C'est leur collection Modern Classics. Classique moderne. Donc là, je vous ai pris les George Orwell, mais j'en ai d'autres auteurs. C'était juste pour faire... Donc, vous avez la ferme des animaux. L'hommage à la Catalogne, que j'ai pas encore lu, mais le jour où je vais m'y attaquer... Hein. 1984, bien sûr. Et donc, les essais que je voudrais lire bientôt. Alors, sur les étagères, ça se présente comme ça. Donc, c'est assez lisse, assez classe, assez graphique. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup derrière aussi, vous avez donc toujours un portrait de l'auteur. Cette espèce de couverture argentée, mais pas paillette, hein, pas tout moche boule à facette, quoi. Avec à nouveau la couverture. L'art, d'autres couvertures du même auteur, et puis un petit laïus. Voilà, donc moi cette collection-là, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'en général, quand j'ai envie d'acheter un texte d'un auteur, du coup un classique moderne, si j'ai le choix entre plusieurs collections, je vais taper dans celle-là. C'est clair. Donc si elle existe en Modern Classics chez Penguin, c'est celle-là que je vais privilégier, c'est celle-là que je vais acheter. J'aime beaucoup aussi les vintage, donc les vintage classiques. Donc ce sont ces livres qui ont la tranche rouge comme ça. Donc là, ceux que j'ai à vous montrer, j'ai Kurt Vonnegut, Mother Night, que j'ai pas encore lu. Donc Kurt Vonnegut, pareil, c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Peut-être un an ou deux, j'avais lu Abattoir 5, j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai envie d'en découvrir d'autres. Vous avez Isherwood, donc A Single Man. Peut-être que vous avez vu le film avec Colin Firth, où il avait été nommé pour les Oscars, il a failli avoir l'Oscar. Puis il a eu l'année d'après pour Le Discours d'un roi, il aurait très bien pu le gagner pour ça, parce que vraiment son interprétation était exceptionnelle. C'était un très très beau film. Donc voilà. Vous avez aussi, par exemple, Carver, Raymond Carver, pareil, un auteur américain que je connais pas encore. Donc, Will You Please Be Quiet Please. Donc voilà, c'est un auteur américain, pareil, qui m'intrigue beaucoup, un peu comme Faulkner, je les mets très bien dans le même panier. Alors pas forcément parce qu'ils ont des points communs d'un point de vue littéraire, ça je sais pas, j'ai pas assez creusé. J'aime assez l'idée de les découvrir un peu à l'aveugle, de me laisser surprendre. Mais voilà, ça m'intrigue. Donc voilà, moi j'aime bien cette collection avec des couvertures qui sont souvent assez graphiques, assez léchées. Même si moi je suis pas du genre à acheter juste pour la couverture, hein, c'est pas forcément un critère de choix, c'est pas un impératif, hein, pour moi pour acheter un livre. Mais bon voilà, c'est vrai qu'après si on peut avoir sur les étagères. Et puis alors, j'aime bien le papier. C'est une espèce de papier brun, comme ça. Qui est assez agréable. Alors c'est marrant parce que les paperbacks américains, vous avez toujours quand même l'encre qui bave un peu. Moi ça me saoule un peu. J'avoue que ça c'est... Mais c'est pas tous les livres de la collection. Parce que par exemple, regardez celui-là. On est dans la même collection et l'encre bave pas du tout. La police de caractère est très très nette. Elle est nickel. Donc voilà. Donc ça c'est une autre collection que j'aime bien. Et puis pour les traductions en française, donc la littérature étrangère en français, écoutez, moi j'aime beaucoup, alors je vous ai déjà présenté donc Dostoïevski, voilà, j'aime beaucoup la collection Babel, donc les livres de poche c'est Actes Sud, non? Ouais, c'est ça, hein, Babel, c'est la collection de poche Actes Sud.
Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je les aime beaucoup. Alors ça, c'est la nouvelle formule. Vous avez en fait l'image sur la couverture qui occupe toute la couverture. Donc là, pareil, Steinbeck. Voyage avec Charlie. Pareil, un auteur dont j'ai lu quelques livres, mais j'aimerais découvrir davantage ses œuvres, en fait. Je dois avoir À l'Est d'Éden qui traîne quelque part, là, que j'ai pas encore lu. Dostoïevski, je vous avais parlé des carnets du sous-sol, oui, il est tout fort là. Je m'étais pas mouillée. Un texte que j'aime beaucoup. Hein. Si vous hésitez à vous attaquer aux classiques russes, si Dostoïevski vous fait flipper, ce que je conçois tout à fait, hein, parce qu'en général il écrit des gros tomes et on sait que c'est des études psychologiques assez poussées. C'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Hein. Ce que je peux comprendre, essayez avec les carnets du sous-sol. Au moins, si c'est pas pour vous, vous allez vite vous en rendre compte et vous n'aurez pas besoin de lire 500 pages. Vous traînez 500 pages dans votre sac. Voilà, les carnets du sous-sol. Moi, j'ai vraiment bien accroché. Et sinon, vous avez les anciennes couvertures. Donc là, c'est Outremonde ou Underworld de Don DeLillo. Donc pareil, un classique moderne américain que j'ai pas encore lu. Et là, c'était les anciennes couvertures de Babel où l'image n'occupait pas toute la surface de la couverture. Moi, je les aime bien aussi, comme ça, c'est très graphique, avec évidemment le gratte-ciel, le Chrysler à New York, puisque ça se passe à New York, quoi. C'est un livre-monde qui se passe à New York, donc ça, pareil, ça m'intrigue, mais à l'occasion, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, moi, Babel, j'aime beaucoup cette collection. Quand je peux trouver un auteur étranger, une traduction de classiques étrangers chez Babel, soit chez Babel, soit chez Folio classique, c'est là que je vais les prendre. Typiquement, c'est les collections que je préfère. J'aime aussi beaucoup le fait que c'est un papier jaune et non pas blanc. Alors là, vous allez voir blanc parce que la lumière est dégueulasse, mais si vous les avez sans doute déjà manipulés, etc. Donc c'est exactement à quoi je fais allusion. Donc cette espèce de papier crème un peu jaune avec une police de caractère qui est très sympa, qui fatigue pas les yeux. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aime beaucoup la collection Babel. Voilà. Dernière question. Ça fait déjà 36 minutes là, je regarde. Pas me lancer sur les livres, hein, c'est une catastrophe. Donc question numéro 10 pour ce tag. Un classique sous-estimé que tu recommanderais à tout le monde. Alors là, j'ai un client pour vous. C'est Le cœur du Midlothian de Sir Walter Scott. C'est-à-dire que Walter Scott, donc cet auteur écossais du 18e, tout début 19e siècle, pré-romantique, romantique, à fond dans les trucs de chevalerie, un des plus grands héros à ULT, encore que OS ça marche aussi, de la littérature écossaise. Quelqu'un comme Victor Hugo par exemple ou Chateaubriand admirait énormément. On connaît Ivanhoé, on connaît Quentin de Howard, etc. Mais moi on connaît la fiancée de la mère Moore ou Rob Roy, mais j'entends jamais les gens parler du cœur du Midlothian. Et moi j'adore ce livre. Alors j'ai pas de copie physique, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus qui, je le récupérerai sans doute jamais, c'est pas grave. Moi j'ai adoré ce livre. Alors c'est un pavé. Il est énorme, il est comme ça, chez Folio classique je crois. Moi c'est dans cette édition-là que je l'avais. Et ça commence dans la prison d'Édimbourg, donc le fameux cœur du Midlothian. C'était son petit nom. Alors c'était un bâtiment du Moyen-Âge juste à côté de la cathédrale qui était un cloaque, hein, qui était un nid à rats, à vermine, etc. Les gens mouraient de maladie, de froid, enfin une catastrophe quoi. Un peu comme la Bastille, hein, à l'époque chez nous. C'est sur des histoires de révolte jacobite, etc. Donc c'est toujours le problème entre l'Écosse occupée par l'Empire britannique, etc. Donc si vous suivez la série Outlander, on est en plein là-dedans. Typiquement, le cœur du Midlothian, c'est ça. Et j'ai adoré cette histoire. J'ai dévoré ce livre. Alors déjà, Sir Walter Scott, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et alors celui-là, je me suis dit, oui, Sir Walter Scott, je commence, je verrai bien. Oh, je l'ai dévoré. Je tournais les pages, j'ai pas pu le lâcher. Donc, et personne n'en parle. C'est quand même dommage. Donc voilà, un classique sous-estimé. Voilà, moi j'ai un client pour vous, Sir Walter Scott, Le cœur du Midlothian. Donnez-lui sa chance. Si vous avez aimé Ivanhoé, si vous aimez Outlander, si vous aimez Outlander, mais sans les scènes de fesses, hein, sans les voyages dans le temps, etc., hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Ça reste un classique, ça reste du Walter Scott. Hein. Voilà, je préfère prévenir.
Mais ouais, moi ce livre-là, il est vraiment top. Et j'en ai fini pour ce tag. Et j'en ai fini pour ce podcast, ce 4e podcast de tricot. Take it easy. C'était un peu mon leitmotiv ces derniers mois, puisque j'avais vraiment tellement mal à mes mains que je me suis pas mis la pression. Hein, j'ai tricoté relax. Voilà, take it easy. Faut se faire plaisir. Voilà. Donc, écoutez, si tout va bien, je vous retrouve dans 3 mois. Ça voudra dire que j'avais pas trop mal à mes mains et que j'ai bien avancé, que j'ai bien tricoté, que j'avais la patate. Et puis, écoutez, s'il faut que je take it easy, on se retrouvera un petit peu plus tard, dès que j'aurai suffisamment de choses à vous présenter. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, soit sur le tricot, soit sur les livres que j'ai pu évoquer. N'hésitez pas à faire le tag, soit dans un blog, une vidéo réponse, ou voilà, je vous tag à faire à répondre à ces 10 questions sur des classiques français ou étrangers ou un mix des deux, comme vous le sentez. Voilà. Encore une fois, faut se faire plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.